Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un moment assez tendu en France, le mouvement des Gilets jaunes. On se souvient tous un peu de cette colère, au départ liée aux taxes, à ce sentiment d'être laissé pour compte. Mhm. Mais ce qui nous intéresse là, c'est surtout comment l'État a réagi. Et pour ça, on s'appuie sur des éléments d'une enquête vidéo, de Off Investigation. Le titre c'est Gilets jaunes, comment Macron avait organisé le chaos. D'accord. L'idée, c'est d'explorer ensemble ce que dit ce document, les moments clés, les stratégies policières décrites, l'impact humain aussi, et puis les controverses que cette enquête en particulier soulève. Oui, tout à fait. Et pour bien comprendre, je crois qu'il faut revenir au symbole même, ce fameux gilet jaune. Normalement, c'est un truc de sécurité routière, quoi, le signal de détresse quand t'es en panne. C'est ça. Et c'est devenu, comme le dit bien le document, la métaphore d'une partie de la France qui se sentait, elle aussi, sur le bas-côté, économiquement. Il y a une phrase qui est citée qui est assez forte, je trouve. À partir du 15 du mois, la moitié de la population est à découvert. Ah oui, quand même. Voilà, ça situe bien ce vécu de marginalisation qui a fini par exploiter au grand jour. Et le point de départ, l'étincelle, si on veut, c'est cette fameuse taxe sur le diesel. Beaucoup l'ont mal vécu, surtout juste après la suppression de l'ISF. Oui, le timing était particulier. Carrément. Et très vite, dès les premières grosses manifs, comme celle du 24 novembre 2018 sur les Champs-Élysées, endroit très symbolique aussi. Ah oui, les chances. Le document rapporte un double sentiment, en gros. Les difficultés financières, bien sûr, boucler les fins de mois, et puis ce qui était perçu par certains comme une forme d'arrogance présidentielle, quoi. Le choix des Champs-Élysées, c'est pas anodin, hein. C'est l'avenue du pouvoir, des défilés. Y aller manifester, c'était déjà un message fort. Le gilet fluo face aux institutions. Clairement. Et puis, il y a eu ce tournant, le 1er décembre 2018, l'Arc de Triomphe pris d'assaut. Oui, là, les images ont marqué. C'est clair. Les mots utilisés dans la source pour décrire cette journée sont très forts. Scène de chaos total, guerre, Paris. On imagine que ça a dû secouer en haut lieu. Hmm. L'enquête cite même des sources qui parlent d'un pouvoir qui tremble, d'une république qui aurait vraiment vacillé ce jour-là. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Argentine, au G20. Sa réaction, telle que rapportée dans le document, c'est de faire le tri. D'un côté, la colère légitime, de l'autre, les coupables qui veulent le chaos. D'accord. Et il y a un détail intéressant noté dans la source. Jacques Attali, qui était dans l'avion du retour avec lui, témoigne du moment où Macron aurait vraiment pris conscience de la gravité de la situation à Paris. Un moment charnière, apparemment. On sent bien qu'il y a un avant et un après ce 1er décembre. Le lendemain d'ailleurs, Macron et Castaner, son ministre de l'Intérieur à l'époque, ils se font huer sur les champs. Oui, les images sont assez parlantes. On entend des espèces de mafieux. C'est ça. Et l'analyse qui est présentée dans la source, c'est qu'il y aurait eu un décalage perçu. Un président qui admirerait les puissants, les grands patrons, et qui en face mépriserait une partie du peuple. C'est cette perception-là qui aurait exacerbé la tension. Et cette perception, ou en tout cas ce choc du 1er décembre, ça se traduit, d'après les éléments de l'enquête, par un vrai durcissement de la stratégie policière. Grégory Joron, qui représente un syndicat de police, SGP Police FO, Oui. il décrit des réunions au ministère de l'Intérieur. Face au traumatisme de l'Arc de Triomphe, la décision est prise de changer d'échelle. Mobilisation énorme le samedi suivant, on parle de près de 120 000 policiers et gendarmes. Ah ouais, énorme. Avec même du personnel rappelé, pas forcément formé aux dernières techniques de maintien de l'ordre. Et surtout, le mot d'ordre interne aurait changé. Fini de subir, il faut provoquer le choc, et notamment interpeller en masse. C'est là qu'on voit apparaître, selon l'enquête, de nouvelles unités. Les DAR, Détachements d'Action Rapide. Le préfet de police de Paris de l'époque, Michel Delpuich, explique dans la source que c'était des unités mobiles, souvent issues des BAC d'ailleurs. Ah d'accord, plutôt spécialisé dans l'anticriminalité à la base ? Voilà. L'idée, c'était d'interpeller vite. Delpuich le justifie de façon assez pragmatique, selon le document, on fait avec la ressource que l'on a. Tout en admettant que ces policiers n'étaient pas forcément formés aux logiques plus statiques du maintien de l'ordre classique. Et le résultat chiffré qui est donné dans la source est assez impressionnant. Rien qu'à Paris, le 8 décembre, on parle de près de 1200 interpellations. C'est considérable, oui. Et en parallèle, il y a une autre technique qui est pointée du doigt dans l'enquête pour son usage, disons, controversé. C'est la NAS, l'encerclement des manifestants. Oui, on en a beaucoup entendu parler. Grégory Joron, le syndicaliste policier, il insiste sur un point. Une NAS normale, si on peut dire, ça doit toujours avoir une soupape de sécurité, une sortie possible. Or, d'après plusieurs témoignages qui sont repris dans le document, souvent il n'y en avait pas.
Ah, Des manifestants décrivent ce sentiment d'être piégés, parfois humiliés. Ils parlent d'abus de la part de ceux qui donnent les ordres. Et Éric Mirger de l'ACAT, une ONG qui suit ces questions de près. oui, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est ça, lui, il analyse cet usage comme étant en dehors du cadre normal et surtout comme quelque chose qui crée énormément de tension, une sorte de cocotte-minute, dit Joron. Cette pression constante dans la rue, ça amène Macron à s'adresser aux Français le 10 décembre. Dans son allocution, il reconnaît une colère profonde, il appelle au calme et il annonce des mesures. Oui, les fameuses mesures. La hausse de 100 € net pour le SMIC, via la prime d'activité en fait, revalorisée plus vite, la défiscalisation des heures sup, et puis il demande aux entreprises de verser une prime exceptionnelle. Sauf que, d'après la source, l'effet a été assez mitigé. D'abord parce que cette hausse de 100 € via la prime d'activité, apparemment, c'était déjà prévu, c'était juste accéléré. D'accord. Et surtout, beaucoup de gilets jaunes ne se sentaient pas vraiment concernés par ces mesures très ciblées. Le sentiment qui ressort du document, c'est pas assez, ça nous concerne pas directement. Du coup, ça n'a pas calmé le jeu immédiatement. Non. Et la conséquence, pointée par Grégory Joron, c'est que les policiers sur le terrain, ils deviennent la cible principale, le réceptacle de cette colère sociale qui continue. Ils prennent cher, quoi. Et cette confrontation, elle se durcit aussi avec le matériel utilisé. L'enquête met l'accent sur 2 armes en particulier, le LBD 40, le lanceur de balles de défense, Ah oui, le LBD. et la grenade GLI F4, qui contenait du TNT. Le document va même jusqu'à les qualifier d'armes de guerre selon certaines classifications. Carrément. Le préfet Delpuche, encore lui, il est cité, il concède que le LBD, c'était pas fait pour le maintien de l'ordre classique à la base, mais il jugeait ça nécessaire face aux violences urbaines, aux attaques contre les forces de l'ordre. Une justification un peu de circonstance, on va dire. Et le bilan humain qui est présenté dans la source sur la première année du mouvement, il est glaçant, hein. On parle de 2500 manifestants blessés, dont environ 350 graves. 350 graves. Oui, et parmi eux, le document recense une trentaine de personnes qui ont perdu un œil et 6 qui ont perdu une main. C'est énorme. C'est terrible. Et la réaction du préfet face à ces chiffres ? La réaction attribuée à Delpuche est assez laconique d'après la source. Il ne croyait pas que ça fasse plaisir. Voilà. Éric Mirget de l'ACAT, lui, il souligne que quand on utilise ce type d'armes massivement dans des foules, forcément on risque de blesser gravement des gens, y compris des manifestants pacifiques. C'est presque inévitable. Et parmi ces blessés graves, il y en a un qui est devenu un peu un symbole, malgré lui. C'est Jérôme Rodriguez. Oui, très présent sur les réseaux sociaux. C'est ça. Il filme une manif, l'acte 11, le 26 janvier 2019, à Bastille, et il raconte, dans la source, il voit un éclair, il sent un impact hyper violent, et il comprend qu'il a perdu son œil droit. Il décrit le choc, la douleur, l'attente des secours. C'est assez cru comme témoignage. Il devient le 26e mutilé, comme on les appelait, recensé par le mouvement. Et au-delà de la blessure physique, il parle dans la source de l'impact psychologique. Très lourd. Des hauts et des bas, des phases de shutdown, dit-il. Et l'indemnisation ? Le document mentionne 30 000 € via la CIVI, la commission d'indemnisation, mais apparemment ça aurait surtout servi à payer les frais de justice. D'accord. Et face à son témoignage, la source rapporte une réaction du préfet Delpuech qui parle d'une forme de gravité et qui dit que nul ne peut être indifférent. Ces événements, ça commence aussi à faire du bruit à l'international. En mars 2019, il y a la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui s'inquiète publiquement de l'usage de la France. Oui, ça commence à remonter. Et peu après, il y a l'acte 18, de nouveau sur les champs. Nouvelle violence, l'incendie du Fouquès, Macron entre précipitamment de vacances au ski. On sent que là aussi, il y a un nouveau cran qui est franchi. Oui, clairement. Et une conséquence très directe, rapportée par la source, c'est le remplacement du préfet Delpuech. Il est remplacé par Didier Lallemand. Ah oui, l'Allemand, réputé pour sa fermeté. Voilà. Et son arrivée à Paris, elle est marquée par une rhétorique différente. La source cite ses premiers mots après les incidents des Champs-Élysées. Samedi, il n'y avait pas de manifestants, il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux. Le ton est donné, quoi. Et avec l'Allemand arrivent les Bravem, les brigades de répression des actions violentes motorisées. Les brigades à moto. L'enquête fait tout de suite le parallèle avec les voltigeurs, ces unités qui avaient été dissoutes après la mort de Malik Ouzekine en 86. Oui, le lien est souvent fait. Et il y a même un ex-policier, Alexandre Langlois, qui témoigne dans le document de réticence en interne.
Apparemment, il y aurait eu des pressions sur les motards pour qu'ils intègrent ces nouvelles brigades, jugées par certains comme trop axées sur la confrontation directe. L'Allemand, il marque aussi les esprits par ses propos directs, hein. On se souvient de cet échange qui est rapporté avec une manifestante. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. C'est vrai. Et l'Anglois, toujours lui, soulève aussi dans la source l'affaire Olivier Béziade, à Bordeaux. C'était avant que l'Allemand arrive à Paris. Il l'accuse en gros d'avoir couvert un usage de la force qui semblait disproportionné malgré des vidéos. Ça pose question sur sa gestion intérieure, selon le document. Et un point sur lequel l'enquête insiste beaucoup, c'est la communication du gouvernement pendant toute cette période. Aussi bien Macron que Castaner, d'après les extraits cités, ils refusent systématiquement les termes « violence policière » ou « répression ». Oui, ils disent que c'est inacceptable dans un état de droit. Le président ira même jusqu'à affirmer qu'il n'y a eu aucun mort lié à l'action des forces de l'ordre. Alors ça, c'est une position qui est très fortement contestée dans le document, notamment par la CAT qui parle, elle, de violation des droits de l'homme et qui engage la responsabilité de l'État. Le faible nombre de poursuites judiciaires est aussi mis en avant. La source donne un chiffre, 19 procédures qui auraient abouti sur 456 plaintes déposées pour violences policières. C'est peu. Très peu. Et il y a aussi ce témoignage de Jean-Pierre Mignard, avocat, qui avait soutenu Macron au début. Il raconte avoir suggéré une sorte d'indemnisation à l'amiable pour les blessés non poursuivis, un peu sur le modèle de ce qui s'était fait en 86. Macron aurait trouvé l'idée bonne, mais ça n'a jamais abouti. Ah bon ? C'est ce que dit Mignard. Et son analyse, c'est que ce refus de remettre en cause les décisions prises, ça a contribué à fracturer encore plus la société. Et cette affirmation d'aucun mort, elle est directement mise en cause par un cas précis dans l'enquête, celui de Zineb Redouane. Ah oui. Cette dame de 80 ans décédée à Marseille le 2 décembre 2018, juste après le chaos du 1er décembre à Paris. Les faits, tels que rapportés, sont terribles. Elle est chez elle, gênée par les gaz lacrymogènes d'une manif en bas. Elle ferme ses volets, c'est ça ? Exactement, elle ferme ses volets et elle est touchée en plein visage par un projectile de grenade lacrymogène, une MP7, tirée depuis la rue. Sa fille témoigne l'avoir eue au téléphone juste à ce moment-là. Et l'affaire Redouane, telle qu'elle est décortiquée dans la source, c'est un condensé de toutes les tensions et les questions de cette période. C'est très complexe. Qu'est-ce qui est dit exactement ? Il y a d'abord l'autopsie initiale à Marseille qui conclut un choc opératoire. Puis des allégations comme quoi un policier aurait modifié la scène, emporté la grenade qui sera retrouvée plus tard. Il y a le refus rapporté du capitaine des CRS d'identifier le tireur ou de remettre l'arme utilisée. Ah oui, quand même, hein. Il y a la dénégation publique de Castaner qui parle d'un arrêt cardiaque sans lien direct, puis qui décore ce même capitaine quelques mois plus tard. Il y a la contre-autopsie demandée par la famille en Algérie qui, elle, lie directement le décès au traumatisme facial. D'accord. Il y a l'enquête indépendante de Disclose et Forensic Architecture qui, par modélisation 3D, conclut à un tir illégal, dangereux, à trajectoire tendue vers l'immeuble. Il y a la réponse de Castaner par SMS aux journalistes, invitant les journalistes à laisser la justice se prononcer. Et puis, il y a le rejet par le directeur de la police de la recommandation de sanctions disciplinaires qui venait pourtant de l'IGPN, la police des polices. C'est un dossier extrêmement sensible et chargé. Tout ça, ça pose forcément la question de la responsabilité, hein. Le syndicaliste policier, Grégory Geron, il dit quoi là-dessus ? Lui, il estime que la responsabilité, elle ne doit pas peser uniquement sur le policier qui exécute en bout de chaîne. Si les ordres étaient mauvais, dit-il en substance, la chaîne hiérarchique doit aussi rendre des comptes. Ça fait écho à ce que dit Jérôme Rodriguez d'ailleurs, qui est cité dans la source. C'est dommage que tout le monde ne paye pas et que ce soit qu'une seule personne qui paye. C'est cette question, où s'arrête la responsabilité ? Exactement. Et Aurélien Taché, qui était député LRM à l'époque, donc dans la majorité présidentielle, Oui. Il va assez loin dans la source. Il qualifie la gestion de cette crise de plus grande faute du quinquennat Macron. Il estime que ça a profondément abîmé le lien entre l'État et une partie des citoyens par une violence de l'État à travers sa police. Abîmer le lien. Il reprend même l'image de l'archipel français de Jérôme Fourquet pour décrire cette fragmentation sociale qui se serait accentuée. Le sentiment général qui se dégage de l'enquête, c'est quand même celui d'un coût humain, des blessés graves des deux côtés, faut pas l'oublier, qui est difficilement acceptable dans une démocratie. Si on essaye de résumer un peu ce que cette exploration du document de Haute Investigation nous montre, on part des racines sociales économiques du mouvement. Puis on voit une réponse de l'État qui, d'après l'enquête en tout cas, a très vite misé sur la force, avec des tactiques, des armes spécifiques.
Mhm. Il y a ce bilan humain qui est rapporté, lourd, les blessures graves, le cas tragique de Zineb Redouane, et en face, un discours officiel qui, toujours selon la source, refuse de parler de violence policière, ce qui laisse ouvertes toutes les questions de justice et de responsabilité. C'est exactement ça. Et la question de fond peut-être que soulève cette plongée dans les éléments présentés par Off Investigation, c'est comment une société peut vraiment tourner la page, se reconstruire après une période de confrontation aussi intense. Oui. Ce qui ressort des témoignages et des analyses rapportées, c'est que l'apaisement semble très difficile quand les récits sur ce qui s'est passé divergent autant. Et surtout peut-être quand la reconnaissance par l'État de la gravité de certains faits et de sa part de responsabilité dans la gestion de l'ordre, eh bien elle paraît faire défaut. Si on en croit les cas exposés comme celui de Rodriguez ou l'affaire Redouane. Hmm. Comment on avance collectivement quand on n'est même pas d'accord sur ce qui s'est passé? C'est un peu l'interrogation qui reste en suspens à la fin de cette exploration, je trouve. Une question ouverte sur la possibilité de guérir sans une forme de vérité et peut-être de justice qui soit un minimum partagée.